Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme. Vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, c'est vrai qu'on m'avait demandé est-ce que j'allais faire une présentation des Flandriennes. Alors il y aura des présentations de chacune des courses, notamment dès demain on fera la présentation du Omloop et Nieuwsblad et puis il y aura Kuurne. La présentation ce sera samedi ou peut-être dimanche matin, mais je dirais plutôt samedi matin à la présentation de Kuurne. Bien entendu également présentation ce soir, dès ce soir de l'Ardèche classique et demain ou là aussi samedi de la Drôme classique. Donc voilà, on va revenir un petit peu sur les enjeux de cette saison 2025 de classique flandrienne. Alors on va se poser 10 questions. Je me suis posé 10 questions, je vais essayer d'y répondre. Et puis on parlera quand même du calendrier de ces flandriennes et pour vous montrer un petit peu les différences aussi entre une flandrienne entre les différents types de Flandriennes. Basiquement, vous parlez un petit peu de ces différents parcours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris, tiens, pour cette campagne de Flandrienne. Quelles sont vos attentes sur cette campagne de Flandrienne également. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également ajouter la petite cloche. Et puis plus vous cliquez rapidement sur les notifications, sur les miniatures, et bien plus les vidéos sont mises en avant. Et grosso modo, on fera un débrief et une présentation de chacune de ces grandes classiques du calendrier. Paris-Roubaix, Tour des Flandres, Omloop et Nieuwsblad, même Nokele. On aura des présentations et des débriefs de chacune de ces épreuves du calendrier. Bon, on commence tout de suite. Déjà par cette fameuse grande question, alors qu'est-ce qu'une Flandrienne? Un peu la question basique peut-être pour les moins spécialistes d'entre vous. Alors de base, une Flandrienne, c'est une course pavée. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a les classiques flandriennes, ce sont des courses avec des pavés, il faut qu'il y ait des pavés, et normalement des monts pavés aussi. C'est là la petite différence, vous allez voir, c'est pour ça que je fais une subdivision du côté de ces Flandriennes. Mais normalement, c'est une course avec des pavés. Ce sont des courses d'un jour, même si on a connu les 3 jours de la panne, qui duraient 4 jours et qui maintenant durent plus qu'1 jour, mais il y a eu les 3 jours de la panne, qui était une course un petit peu particulière avec un chrono, une étape avec des pavés et 2 parcours plutôt typés sprinter. Mais normalement, c'est une course avec des pavés. C'est une course qui peut qui peut se finir au sprint, qui peut se finir avec des attaquants de loin, mais c'est une course d'un jour. Il n'y a pas de kilométrage limite, c'est-à-dire qu'on est entre, pour les plus petites, on va être aux alentours de 190 km. Pour les plus longues, ça reste le Tour des Flandres qui doit être aux alentours de 270. Et Paris-Roubaix et Gand, on est plutôt aux alentours de 250 km. Sur ces courses-là. La période de ces épreuves, normalement, c'est fin février. Alors là, cette année, on a de la chance, ça commence dès le 1er mars, mais normalement, c'est le dernier week-end de février. Donc là, c'est le premier week-end de mars. Et puis, ça va nous emmener jusqu'à mi-avril avec Paris-Roubaix. Et puis, très vite, après ces Flandriennes, on attaque les Ardennaises avec cette semaine d'Ardennaises. Et il y a une course qui fait la transition entre ces deux parcours, c'est la Flèche Brabançonne, où on a un petit peu de pavé, mais aussi des petits monts ardennais, donc c'est un peu une course de transition entre ces deux périodes de course. On regarde tout de suite les... Alors, la différence pour moi, et il y a une différence pour moi dans les Flandriennes, c'est vrai que tout le monde dit les Flandriennes, les Flandriennes. Moi, je mets toujours une petite nuance. Il y a ce que j'appelle les Flandriennes, il y a ce que j'appelle les Roubaisiennes. Les Flandriennes, pour moi, ce sont des courses comme le Tour des Flandres. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des pavés, mais des monts pavés. Et les pavés sont particuliers. C'est-à-dire que pour moi, c'est du pavé simple, on va dire, dans la plupart des cas. Bien entendu, il y a des secteurs du Tour des Flandres qui sont compliqués, mais c'est des pavés plutôt faciles. Par contre, en montée pour la plupart, même si on a des secteurs sur le plat, la majorité des secteurs doit être en montée sur des monts pavés. Et surtout, la difficulté donc de ce parcours vient des pourcentages. Ça, ce sont des Flandriennes. C'est-à-dire que les pavés ne sont pas forcément extrêmement difficiles. Parfois, on peut rouler dans le caniveau. On n'a pas souvent des pavés qui sont sur surface dure, c'est-à-dire sur du ciment. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une couche de ciment plus les pavés au-dessus. Les pavés sont donc
plutôt plat. Il n'y a pas de différence de niveau entre deux pavés. Ça tape, mais parce que en fait, c'est les pavés, c'est les vibrations entraînées par les pavés, mais ça tape pas parce que le parcours n'est pas égal au niveau des différents pavés et de la hauteur des pavés. Et pour moi, il faut différencier avec les roubaisiennes. Les roubaisiennes, c'est des courses typées Paris-Roubaix. La différence entre le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, c'est que Paris-Roubaix, il y a moins de montées, à part la trouée d'Arenberg, c'est du 4,5%, on est loin des 20% qu'on va retrouver sur le Tour des Flandres. La différence par contre, c'est que les secteurs sont souvent plus longs en kilométrage, et surtout, les pavés ne sont pas sur un sol dur, c'est-à-dire qu'ils sont dans une terre qui est un petit peu sablonneuse, dans le nord de la France, et une terre donc, qui va faire que les pavés, ça travaille un petit peu, et peuvent se retrouver disjoints, pas du tout à la même hauteur les uns les autres, et ce qui va faire la difficulté de cette épreuve, c'est pas une difficulté liée au pourcentage, c'est plutôt une difficulté technique, parce qu'on arrive sur les pavés très vite, 45-50 km/h parfois, et avec des pavés qui sont beaucoup plus durs techniquement, et puis surtout pas mal de boue sur les pavés. Les pavés de Roubaix sont souvent plus sales que les pavés du Tour des Flandres, qui sont parfois un petit peu plus propres. Donc voilà la différence. Pour moi, dans les roubaisiennes, il n'y en a pas beaucoup des roubaisiennes. Il y a Paris-Roubaix, bien entendu, vous avez le Grand Prix de Denain, vous avez le Samin, qui pour moi est différent. Et on pourrait mettre Nocquereux aussi, parce que Nocquereux, alors certes les pavés sont propres, mais on a quand même pas mal de secteurs sur le plat, du côté de Nocquereux, par rapport aux autres épreuves. Allez, on regarde tout de suite le parcours, et surtout le programme, plus que le parcours, le calendrier de cette séquence des classiques. Ça va commencer donc dès samedi avec le Umloot et Nieuwsblad, qui est la course de reprise du calendrier belge également. C'est la première course que l'on va faire en Belgique en ce 1er mars. Le Umloot et Nieuwsblad, pour moi, c'est un mini Tour des Flandres. C'est un mini Tour des Flandres, et ce qui fait sa difficulté, c'est que c'est en tout début de saison, enfin en tout début de période de classique flandrienne, donc tout le monde n'est pas forcément en forme. Vous avez parfois des coureurs qui reprennent. L'an dernier, Philipsen reprend sur le Het Nieuwsblad. Donc vous avez des différences de niveau entre les coureurs qui reprennent et les coureurs qui ont parfois couru déjà une dizaine, quinzaine de jours de course. Faire attention, parce que là, c'est là où les pavés vont être les plus sales. Où parfois on va se retrouver même à avoir des conditions extrêmement fraîches. On a eu parfois de la neige, des fois des éditions annulées de Umloot et Nieuwsblad, mais surtout des conditions où souvent il y a de la pluie, c'est humide, c'est pas toujours évident, souvent il fait froid également sur le Umloot et Nieuwsblad. Pour moi, certains me demandent toujours est-ce que je considère que cette course-là c'est le début de saison, c'est la fin de cette période de pré-saison. Non, pour moi on est encore dans une période de pré-saison. Pourquoi ? Dans ce week-end d'ouverture en Belgique, on n'aura pas tout le monde au départ. Il va y avoir des coureurs qui vont faire l'impasse. Pour moi, le début de saison, c'est dans une semaine, c'est sur l'Estrade Bianchi. Pour moi, le vrai début de saison, enfin la vraie fin de cette période de pré-saison et le vrai où on rentre dans le dur de la saison, ce sont l'Estrade Bianchi. J'ai toujours l'arrivée à Sienne, c'est là où je me dis « Ah, la saison est lancée ». Là, on est vraiment dans le top de la saison. C'est pas encore Umloot et Nieuwsblad. Le lendemain du Umloot et Nieuwsblad, il y a Kuurne, Bruxelles, Kuurne. La particularité de Kuurne, qui est en fait une particularité qu'on pourrait dire proche de celle de Gand, par exemple, deux courses qui ont un peu cette particularité-là. Alors déjà, Kuurne, on passe dans beaucoup de secteurs qu'on n'utilise qu'à Kuurne. Il y a beaucoup de secteurs de Kuurne qui ne seront utilisés qu'à Kuurne, Bruxelles, Kuurne. Deuxièmement, les difficultés se terminent à 60 bornes de l'arrivée. C'est-à-dire qu'à 60 km de l'arrivée, il n'y a plus grand-chose. Donc ça permet parfois à des sprints de se faire, mais il faut faire attention parce que le parcours final est en ville, est assez technique quand même. C'est pas dangereux, mais c'est technique, et on peut tenter de faire des cassures. Alors, Kuurne, Bruxelles, Kuurne, soit on a des costauds qui arrivent à sortir dans le final, ça a été le cas l'an dernier, qui arrivent à sortir à 70 bornes, 80 km de l'arrivée, soit on a des mecs qui sortent mais qui n'arrivent pas à avoir suffisamment d'avance et ça revient de l'arrière, et ce qui fait que c'est un sprint qui se déroule, ou soit il y a un mec qui arrive à attaquer à 4-5 km de l'arrivée alors que le peloton est regroupé et qui arrive à battre le peloton. Donc c'est souvent une course très indécise, Kuurne, Bruxelles, Kuurne. Le mardi,
l'une des rares classiques qui a lieu un mardi. La Samin. Alors la Samin, je rappelle également que ces courses-là ont des versions féminines hein, pour la plupart, versions féminines qu'on essaiera de débriefer. Alors parfois, les débriefs seront peut-être plutôt le lundi ou le mardi et pas toujours dans la foulée du déroulement de ces épreuves, hein, tout simplement pour des raisons que aujourd'hui ce qui fait le plus d'audience sur la chaîne c'est le cyclisme masculin. On va pas se mentir, et qu'il y a un moment où je peux pas être non plus partout. Je peux pas être au four et au moulin, donc il y a un moment il faut faire aussi des choix. Il y aura aussi Ardèche et Drôme classique, donc il va y avoir pas mal de vidéos ce week-end. Et pour améliorer la visibilité de ces courses, avec de les débriefer le lundi, les courses féminines, ça peut être pas mal aussi pour leur donner une journée pleine de visibilité au niveau de YouTube. La Samin. Particularité de la Samin, donc autant les deux premières pour moi ce sont des Flandriennes, autant pour moi la Samin c'est plus une Roubaisienne. Déjà on n'est pas dans le même coin de Belgique, on est en Wallonie pour le Samin, et aussi la particularité du Samin c'est qu'on a les monts en fait sont pas très pentus, le maximum qu'on doit avoir ça doit être 6-7%, et les secteurs sont très sales. On a parfois même des grosses coulées d'eau et les pavés se tapent énormément. Les pavés sont très durs et on arrive assez vite sur les pavés. Et notamment le dernier secteur pavé est toujours très sale parce que vous avez un champ, vous avez un magasin de véhicules agricoles, enfin de tracteurs et tout ce qui est engin agricole, on va dire. Et de l'autre côté, vous avez un champ et le dernier secteur est toujours dégueulasse. Voilà, en termes de boue, c'est une horreur. Avec la course des filles qui aura lieu, je crois, le mardi à 14h, mais on fera peut-être une présentation, on aura peut-être le temps de faire une présentation du Samin. Et puis la course des garçons qui a lieu, elle, dans la foulée, enfin l'arrivée des garçons qui a lieu 2-3 heures après. Ensuite, pause. Après ce week-end d'ouverture, parce que je considère que le Samin est dans ce week-end d'ouverture, pause. Pause pour Stradé, Paris-Nice, Tirreno, qui ont lieu ensuite. On reprend seulement, et c'est déjà bien, avec Nokele, qui aura lieu le mercredi 19. Nokele-Corseux, là aussi on pourrait la qualifier de roubaisienne. Particularité de Nokere, c'est que l'arrivée se fait sur des pavés. Les 400 derniers mètres sont sur des pavés en léger faux plat montant, donc c'est un sprint très particulier, triple tenant du titre, hein, je crois qu'il les a fait d'affilée. C'est Tim Merlier qui essaiera d'en gagner une quatrième. Ça sera même l'intérêt, on va dire, majeur de cette épreuve de Nokele-Corseux. Et oui, particularité, c'est que c'est un peu plus plat que les autres. Vous avez beaucoup de secteurs pavés sur du ciment, donc assez propre. Et le final, dans Nokele, qui est assez particulier, secteur que l'on emprunte également sur le Tour des Flandres. Ce secteur en faux plat montant, je crois qu'on le prend également sur le Tour des Flandres. Grand Prix de Denain. Nouvelle Roubaisienne également. Grand Prix de Denain. C'est la seule course qui emprunte les mêmes secteurs que Roubaix. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui sont en commun par rapport à Roubaix. Alors d'habitude, ces secteurs-là sont plus sales qu'à Roubaix, parce que déjà il fait plus mauvais temps, normalement. C'est une manche de Coupe de France. C'est la seule manche de Coupe de France qui a lieu sur des pavés, parce que le Trobro, c'est sur les rivines. Et donc, difficulté de cette épreuve, pour moi, de ce Grand Prix de Denain, c'est que souvent les secteurs sont sales. Il y a un niveau qui est assez hétérogène aussi entre les équipes qui sont habituées à passer les pavés et les autres. Et on peut avoir des surprises sur cette course-là, avec des coureurs qui arrivent à sortir en échappée et qui ne se font jamais reprendre. Le lendemain, la Breden Classic, qui est plutôt une course pour sprinter. Ouais, allez, on va dire qu'on est un peu dans un entre-deux avec les Flandriennes. Et puis ensuite, on attaque la quinzaine sainte ou la semaine sainte avec deux pannes. Deux pannes que maintenant quand même plutôt réservées aux sprinteurs, même si vous avez des pavés. Mais c'est des pavés qui sont quand même plutôt propres. Pas trop de soucis du côté de deux pannes et des secteurs qui sont très plats aussi. Le vendredi 28 mars, eh bien, ça sera le Grand Prix E3. Donc deux pannes le 26.
le vendredi 28 mars, donc le Grand Prix E3, la répétition pour moi du Tour des Flandres. C'est pour moi vraiment la répétition du Tour des Flandres. C'est-à-dire, le mec qui gagne E3, il fait partie des favoris pour le Tour des Flandres. Et voilà, c'est net, sans bavure. C'est pour moi la répétition. La seule différence, c'est que le Grand Prix E3, c'est plus court que le Tour des Flandres, mais c'est vraiment deux courses qui sont d'une difficulté et assez similaire. Et puis à 10 jours d'écart aussi. Le dimanche, Gand. Gand, elle est aussi très atypique désormais. Gand-Wevelgem. Alors déjà, elle avait la même particularité que Kurn, c'est que dans la dernière heure de course, vous avez quasiment pas de difficulté. Vous passez quasiment pas de pavé. Donc ce qui fait que faut faire les écarts avant, ou ça permet également d'avoir des regroupements. Est-ce que ça veut dire que la course est facile pour autant dans la dernière heure de course? Non. C'est une course qui est très complexe, déjà parce que vous avez une course chargée d'histoire, notamment avec la Première Guerre mondiale. On passe par beaucoup d'endroits de la Première Guerre mondiale. On passe aussi pas très loin de la frontière française, à Gand. On est à côté de la frontière française pendant pas mal de temps. Particularité de Gand aussi, c'est le kilométrage. Plus de 250 bornes, normalement Gand, avec un début de course qui est plat et on va dire à peu près sans intérêt, à part avec le vent. Un milieu de course très dense, donc avec des monts, mais également des chemins de terre. Et ça, c'est la vraie particularité de Gand, c'est ces chemins de terre. Il y en a 4 normalement qui passent donc au niveau des cimetières. Et puis cette dernière heure de course qui certes est plate, qui certes est avec très peu de pavés, particularité par contre, c'est qu'elle est extrêmement venteuse cette dernière heure de course. On est dans des zones qui sont vraiment dégagées, qui peuvent être extrêmement compliquées, notamment autour de Ypres. On passera notamment sous la porte de Ypres. Et là, il faut faire très attention au niveau du vent. Et puis surtout, moi j'adore, parce que c'est peut-être mon jour préféré de l'année du côté du cyclisme, le 30 mars. Pourquoi? Tour de Catalogne, on peut voir le final de l'étape de Barcelone en intégralité sans aucun problème. On enchaîne avec Gand-Wevelgem et puis ensuite, on a deux solutions. Soit on a Gand féminin, soit on a la route Tourangelle, manche de Coupe de France que j'aime particulièrement. C'est la seule manche de Coupe de France qui a lieu dans la région centre. Vous savez que je suis de la région centre. Mais ouais, cette journée du 30 mars, toujours très intéressante. C'est toujours une journée que j'affectionne. Et puis en plus, là, cette année, on n'est pas loin du lundi de Pâques. En plus, sur cette période-là, je crois. Ou le lundi de Pâques, ça doit être un petit peu après. On poursuit avec le mois d'avril, où on retrouve donc le Tour des Flandres. Bon, que dire du Tour des Flandres? C'est dur, c'est long. La première heure et demie de course est plutôt calme, c'est ce qui fait la différence avec Roubaix, mais en gros c'est la seule différence, et ensuite c'est extrêmement dur. Voilà, il y a des zones assez mythiques, et ça fait partie des courses qu'il faut regarder quand même. On peut peut-être rater la première heure de course, mais il ne faut pas rater beaucoup plus que la première heure et demie de course. C'est vraiment une course qu'il faut vraiment essayer de regarder le maximum en intégralité, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Le mercredi, on a le Shell d'Eprage. Bon, c'est plutôt pour sprinter, même s'il y a secteur pavé. Il y a un secteur pavé en fait qui est le long d'un canal. C'est quand même plutôt une classique pour sprinter. Mais parfois, on a eu des surprises au Shell d'Eprage avec des coureurs qui arrivaient à sortir dans le final. Donc il faut faire attention. Et puis bien entendu, dimanche 13 avril, pour conclure cette période-là, on a Paris-Roubaix. Paris-Roubaix qui est la pire, non, c'est le monument le plus intense de la saison. C'est-à-dire que c'est un monument où aujourd'hui il n'y a pas de temps de répit. C'est-à-dire qu'il se passe tout le temps un truc, sur Roubaix. Donc c'est ça qui est très difficile, c'est que c'est une course où il n'y a pas de répit, il n'y a pas de pause. On ne peut pas se reposer à Roubaix. Voilà. Il y a toujours un truc qui va se dérouler. Donc c'est ce qui fait qu'il y a énormément de difficultés à Roubaix. C'est que là, c'est vraiment une course qu'il faut regarder en intégralité. C'est une obligation pour moi, et c'est ma course préférée. Voilà, Roubaix de la saison. Moi, je suis un amoureux de Paris-Roubaix. C'est vraiment pour moi la course majeure du calendrier. S'il devait y avoir qu'une course dans l'année, ça serait Paris-Roubaix.
Vraiment, pour moi, c'est au-dessus du Tour de France, même pour moi. C'est vraiment Roubaix, c'est une course que j'affectionne énormément. On a oublié une petite course, vous allez me dire, mais t'as pas parlé d'à travers la Flandre. Tout simplement parce qu'à travers la Flandre a été oublié sur le calendrier. Mais à travers la Flandre, qui est donc une... Ouais, c'est une course qui est un peu tendancieuse. Alors elle est le 2 avril, hein, à travers la Flandre. À travers la Flandre, donc l'an dernier, la grosse chute avec Van Aert. Le parcours a été un petit peu changé, on passe plus par le Canariberg, notamment. C'est une course qui est un peu compliquée. C'est une course qui, avant, il y a encore 10 ans, c'était pas une course majeure du calendrier, vraiment. Qui est devenue une course majeure au fur et à mesure parce que les gens ont commencé à pu faire gants. C'est-à-dire que en gros, les coureurs trouvaient gants trop plats, trop... Voilà, c'était pas très intéressant. Donc les coureurs qui n'avaient pas de vitesse au sprint, qui n'étaient pas forcément bons rouleurs, paf, ils sont passés sur à travers la Flandre, qui donc a vu sa liste de départ gonfler au fur et à mesure des années. Et notamment l'an dernier, on avait une liste de départ assez incroyable, quasiment du même niveau que le Grand Prix E3, sauf qu'il y a eu une chute, donc il faudra voir si la liste de départ sera aussi importante. Moi je trouve que c'est toujours risqué d'aller sur à travers la Flandre, parce que bah, déjà vous allez avoir un peu de fatigue. Alors certes, vous allez me dire, on court qu'une semaine, mais moi je préfère que les mecs fassent de l'entraînement plutôt que faire un jour de course où il y a la pression médiatique, voilà, il y a un peu de fatigue à droite à gauche. Et surtout, je trouve que c'est un peu compliqué parce que si vous tombez, c'est sûr vous êtes out pour le Tour des Flandres. Même si la chute n'est pas énorme, le Tour des Flandres est tellement compliqué derrière que vous n'allez pas être à 100% et donc vous allez être hors jeu. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est toujours une course un petit peu problématique. Voilà, du côté de cette saison. On regarde tout de suite mes premières interrogations. Les enjeux de cette campagne de classique, la première question qu'on peut se poser, Alpecin peut-il toujours dominer les grandes courses de ce calendrier des Flandriennes? Et oui, parce que l'an dernier, en début de saison, on va dire que ça a été plutôt calme. Par contre, au fur et à mesure des épreuves, la Alpecin a pris de plus en plus de poids jusqu'à dominer complètement Paris-Roubaix. Il faut le dire, personne d'autre n'a existé sur Paris-Roubaix quasiment que la Alpecin. Et est-ce que cette équipe va être encore en capacité de le faire? Pourquoi je me pose la question? Certes, Alpecin n'a pas perdu de coureur. On garde Van Der Poel, on garde notamment Jasper Philipsen, on garde des Sylvain Didier, des équipiers un petit peu à gogo. Le seul coureur qui a disparu, c'est Axel Laurens. Voilà, c'est le seul coureur qui a changé de formation. Mais c'est vrai que la vraie interrogation du côté d'Alpecin, c'est que le budget n'est pas si énorme que ça du côté de cette formation. Alors même si elle se concentre sur ces épreuves-là, c'est vrai que les moyens, certes, ne sont pas si énormes que ça, mais alors les 25 millions d'euros, ils sont vraiment focalisés sur ce type d'épreuve. Est-ce que même en faisant ça, c'est-à-dire en décidant de négliger complètement les épreuves des courses par étapes, est-ce que ça va quand même suffire face aux armadas du côté des autres formations? Ça, c'est une vraie interrogation. C'est une vraie interrogation pour moi, parce que aujourd'hui, Alpecin a pas les moyens forcément de ses résultats. Alors c'est ça qui est assez surprenant, c'est vrai que je trouve que c'est une équipe qui surperforme sur ces grandes classiques-là par rapport aux moyens qu'elle a réellement. Alors certes, ils ont des très bons coureurs, mais collectivement, c'est vrai que sur Roubaix l'an dernier, ils ont un peu concassé la concurrence quand même. Mais est-ce qu'ils vont être encore en capacité de le faire? Ça, c'est la grande question. Parce que certes, Van Der Poel est très fort, mais il a aussi une équipe solide. Est-ce que si l'équipe devient un peu moins forte que d'autres structures, est-ce qu'on peut réussir à isoler Van Der Poel? Et est-ce que dans ce genre de cas, Van Der Poel ne sera pas en difficulté? Ça va être l'enjeu pour moi de cette classique de Flandrienne. Et puis surtout, Alpecin n'a pas le droit de se planter chaque année, hein. C'est un peu leur problème. Alpecin, leur saison, 60% de la réussite de leur saison, ce sont les classiques flandriennes. On va dire, hein, en termes de pourcentage à peu près. C'est-à-dire que s'ils ne performent pas sur les classiques flandriennes,
Ensuite, tu rames un peu. Alors, il faut gagner des sprints sur les grands tours, mais c'est moins évident. 60-70% de leur saison se joue entre le 1er mars et le 15 avril. Donc il va falloir réussir à être performant sur cette période. Deuxième enjeu, deuxième question. Van Aert va-t-il enfin gagner un monument sur les Flandriennes? Je parle bien, hein, sur les Flandriennes. Parce que ça fait depuis des années, soit il y a une chute, soit il est en méforme, soit il y a une crevaison dans le final et il est aussi un petit peu en dessous de Van Der Poel. Mais ça fait depuis des années où Van Aert, on connaît les qualités de Van Aert, sur les grands tours on les a vues les qualités de Van Aert, sur les contre-la-montre on les a vues les qualités de Van Aert. Mais aujourd'hui, sur les grandes classiques flandriennes, et notamment les 2 monuments, Van Aert a soit été battu par Van Der Poel, sans avoir vraiment pu rivaliser avec Van Der Poel, dans la majorité des cas, soit Van Aert a eu un contre-coup dans sa saison. Est-ce que cette année, enfin, Van Aert va réussir à gagner un monument? Moi, je dirais... Je vais peut-être être dur, hein, mais je pense que pour Van Aert, c'est trop tard. Je pense que pour Van Aert, c'est trop tard sur les classiques flandriennes. Parce qu'aujourd'hui, on a des structures qui se sont vraiment améliorées. Il y a des armadas aujourd'hui. Pour moi, il n'est pas en capacité de battre Van Der Poel. Il n'est pas en capacité de battre Pogačar sur ces épreuves-là. Parce qu'il grimpe moins bien que Pogačar. Et que par rapport à Van Der Poel, il n'arrive pas à suivre la puissance de Van Der Poel. C'est-à-dire que Van Der Poel arrive toujours à le concasser à un moment ou à un autre. Van Aert. Je pense qu'il aurait pu gagner à certains moments quand il y avait peut-être un peu plus de concurrence. Quand il y avait une concurrence... En fait, ce qui lui a manqué, c'est qu'à son sommet, c'était Van Der Poel, Van Aert. Il n'y a pas eu vraiment d'arbitre sur cette période-là. S'il y avait eu un arbitre, ça aurait été différent. Dans beaucoup de courses, à un moment, Van Der Poel, son seul adversaire, c'était Van Aert. C'était le seul adversaire qui le suivait. Et là, actuellement, maintenant, je dirais que Van Aert a un peu passé le sommet de sa carrière. Et je pense qu'il ne sera pas en capacité de rivaliser avec Van Der Poel. Alors après, il faut tenter des coups stratégiques. Cette année, je pense qu'un coureur ne va pas forcément dominer cette période de Flandrienne. Donc je me dis, il va y avoir sur pas mal de courses des choix tactiques à faire, des choix stratégiques à faire. Peut-être que Van Aert arrivera à tirer son épingle du jeu à ce moment-là. Mais à la régulière, sans choix stratégique, vraiment si c'est des courses de bourrinos, je ne suis pas sûr qu'ils soient en capacité de gagner aujourd'hui Van Aert. Ce qui m'attriste, hein. Mais aujourd'hui, il faut... C'est dur ce que je dis, c'est peut-être faux, mais il me semble qu'aujourd'hui Van Aert soit plus en capacité de rivaliser sur ces courses-là. Puis moi, je me pose quand même des questions. Bon, déjà sur la forme de Van Aert, je m'en suis posé un petit peu, mais la deuxième question que je me pose, alors, il m'a un peu rassuré sur le chrono de l'Algarve, la deuxième question que je me pose, c'est est-ce qu'il ne va pas avoir d'appréhension sur le vélo? Et on sait que sur ces courses-là, il ne faut pas avoir d'appréhension. C'est-à-dire qu'il faut être en pleine confiance, en pleine maîtrise technique de son vélo. Et est-ce qu'il ne va pas y avoir une appréhension du côté de Van Aert suite à ses multiples chutes, suite à une saison qui a quand même été extrêmement difficile l'an dernier, même s'il s'en est plutôt bien sorti? Ça, c'est une question que je me pose. En 3, comment Lidl va gérer le duel Milan-Pedersen? Et voire même Stuyven? Ça, c'est la grande question du côté de la Lidl Trek. Je vous le dis depuis longtemps, pour moi, Pedersen, Milan, met le profil de coureur. Pour moi, ce sont les mêmes profils de coureurs.
La différence, c'est sur des petits trucs fins. Pour moi, Milan est meilleur sprinter que Pedersen. Par contre, Pedersen est un peu meilleur sur les pavés, je pense, que Milan. Même si, encore une fois, Milan n'a pas montré grand-chose sur les pavés jusqu'à maintenant, je pense quand même qu'il a un gros potentiel. Milan, sur ces courses-là, pour moi, il a un gros potentiel. Comment ils vont gérer ça? Ça fait depuis 1 an que je me pose la question, en fait, pour tout vous dire. Parce que déjà l'an dernier, je m'étais dit, le recrutement de Milan, alors que tu as déjà Pedersen, ça va pas être évident à gérer. L'an dernier, il y a eu les Jeux Olympiques. Donc Milan, les classiques flandriennes, c'était pas sa priorité. Ses priorités, c'était Giro, Jeux Olympiques. Cette année, il n'y a pas les Jeux Olympiques, il fait pas de piste. Les flandriennes deviennent une priorité. Beaucoup plus pour Milan. Quand on voit le début de saison qu'il nous a fait du côté de l'UAE Tour, il est en forme. Pedersen, l'an dernier, il arrivait en pleine confiance sur ses classiques flandriennes. Pas mal de résultats en France, pas mal de victoires au sprint. Je crois qu'il était à 6 ou 7 victoires au sprint en mars. Et il a été performant sur cette classique de Flandrienne l'an dernier. Dommage cette chute à travers la Flandre. Sauf que cette année, il n'arrive pas dans les mêmes dispositions. Il a été malade, déjà sur l'étoile de Bessèges, donc ça a été compliqué. Pour moi, il n'avait pas encore retrouvé son niveau derrière. Donc il arrive peut-être avec un retard de forme par rapport à l'an dernier. Il va falloir voir comment il va réussir à le gérer. Surtout sur les premières courses. Est-ce qu'il ne va pas y avoir de la frustration? Est-ce qu'il ne va pas avoir un manque de confiance au bout d'un moment? Pedersen, ça c'est une question que je m'intéresse. Et est-ce que ce duel-là, Milan-Pedersen, déjà, est-ce que Lidl va réussir à le gérer? Et si Lidl le gère très mal, comment ça va se passer dans l'équipe? Comment ils vont réussir à s'en sortir dans l'équipe? Et, dernière interrogation, est-ce que celui qui ne peut pas tirer les marrons du feu de cette situation, est-ce que c'est pas Stuyven? Stuyven, on n'en parle jamais de Jesper Stuyven. Hein, c'est un coureur dont on parle jamais. Sauf que Stuyven, ça reste un très bon coureur sur les pavés. C'est pas un excellent coureur, mais c'est un très bon coureur sur les pavés. Autant vous dire que si ça commence un petit peu à se marquer entre Milan et Pedersen, est-ce que celui qui va pas en profiter et qui peut faire une très bonne séquence de classiques, même s'il y aura peut-être pas une victoire, mais une très bonne séquence de classiques, est-ce que ça peut pas être Jesper Stuyven? Parce qu'il va falloir vraiment gérer Milan Pedersen. Entre, on va dire, le jeune qui a les dents longues et le plus ancien qui sent que sa place est menacée. Ça va pas être facile à gérer. Nouvelle question. Pogačar va-t-il être le seul UAE vainqueur d'une Flandrienne? Bah oui, ça c'est une question qu'on peut s'intéresser. Certes, on sait que Pogačar va être performant, mais il court pas toutes les Flandriennes, Pogačar. Parce qu'il doit faire également le Tour de France, même s'il va courir pas mal de classiques, parce qu'il ne peut pas être présent toute l'année. Il y a quand même une incertitude sur Roubaix, hein, du côté de Pogačar. Mais aussi parce que Pogačar fait les Ardennaises. Donc à un moment, il ne peut pas être au four et moulin. Il ne peut pas arriver sur le Tour de France avec 70 jours de course dans les pattes. Donc Pogačar, dans certaines épreuves, il ne sera pas au départ. Surtout qu'il a repris la saison plus tôt. L'an dernier, il n'avait pas fait l'UAE Tour. Cette année, il fait l'UAE Tour. Donc il est déjà 8 jours de course. L'an dernier, il commençait. Il reprenait à peine sa saison. Donc, sur les autres épreuves, est-ce que un autre coureur que Pogačar peut s'imposer? Pourquoi je me pose cette question? Parce que l'équipe UAE, en gros, c'est quand même vraiment pas mauvais. Hein, on est tous d'accord là-dessus. Quand on regarde un petit peu cette équipe, on a quand même pas mal de coureurs qui peuvent être performants sur ce type de parcours. Filippo Baroncini, champion du monde espoir à Anvers. Tiens, il y avait des pavés sur le parcours. Vous avez également Nils Politt, ancien deuxième d'un Paris-Roubaix. Tiens, Florian Vermersch, ancien deuxième également d'un Paris-Roubaix. Oh, Tim Wellens, très bon coureur également, Tim Wellens. Oh, Jonathan Narvaez. Tiens, c'est pas comme si Jonathan Narvaez, il a été souvent animateur de classiques flandriennes. Eh oui. Et puis n'oublions pas également Rune Rogots, très bon équipier,
également sur ce type d'épreuve. Et puis, pourquoi pas d'autres coureurs qui pourraient être performants sur ce type de parcours. C'est là où ça va être la grande question. Parce que Morgado, par exemple, est-ce que c'est pas Morgado qui va être la grande révélation des classiques? On peut se dire Morgado, Behrens du côté de la Visma, est-ce que ce ne sont pas les deux grandes révélations de ces séquences de classiques? Mais quand on regarde l'équipe au départ, on se dit, il y a quand même pas que Pogačar chez UAE. Et il y a des opportunités pour d'autres coureurs, pour que d'autres coureurs puissent s'imposer sur ces classiques flandriennes. Et est-ce qu'un autre UAE n'est-il pas en capacité d'aller chercher la gagne? Si, mais il faudra réussir à gérer les égos quand il n'y aura pas Pogačar. Et on a vu que sur certaines courses, c'est parfois compliqué. Entre les UAE, depuis le début de saison, quelquefois, on s'est quand même déjà raté en termes de stratégie et on s'est un petit peu tiré dans les pattes. Donc il va falloir réussir à ne pas se tirer en interne dans les pattes. Et c'est là où la gestion de l'effectif ne va pas être évidente. La gestion des coureurs ne va pas être évidente. Et il va falloir réussir à gérer les susceptibilités de chacun. Et c'est là où ça va commencer à être compliqué. Donc pour les managers, il va y avoir un énorme travail. Mais là, ce collectif-là, je me dis que en dehors de Pogačar, il y a d'autres talents, il y a d'autres mecs qui sont en capacité d'aller chercher des résultats. Et il va falloir donc se méfier de cette équipe UAE qui va peut-être avoir la même qualité que la Quick-Step à sa grande époque, c'est-à-dire l'ogre à plusieurs têtes. Et oui, il n'y a pas que Pogačar, c'est-à-dire qu'on peut mettre à l'avant de la course Baroncini. Par exemple, si on prend un Tour des Flandres, on envoie en éclaireur Baroncini. Bon, on revient sur Baroncini. Mais après, on envoie Morgado. Bon, le peloton revient sur Morgado. Pendant ce temps-là, la UAE n'aura pas mis un coup de pédale. Et puis après, on envoie Vermersch. Pendant ce temps-là, la UAE met toujours pas un coup de pédale. Et après, Pogačar attaque. Pogačar s'impose parce que tous les mecs se sont fatigués avant en essayant de revenir sur les équipiers de Pogačar. Ou alors, Pogačar attaque, on revient sur lui. Mais derrière, contre d'un Tim Wellens, contre d'un Narvaez, ou un petit groupe de 10 et Narvaez s'impose au sprint, ou Narvaez part en éclaireur et n'est jamais rattrapé parce que personne ne veut rouler avec Pogačar dans la roue. Et ça, c'était la grosse époque de la Quick-Step. Sauf que parfois, à les grandes époques de la Quick-Step, bien, il y avait des grains de sel qui venaient enrayer tout ce mécanisme, des grains de sable plutôt, et on a vu parfois des situations où, notamment, certains coureurs d'Ineos ont réussi à en profiter. Donc il faudra gérer vraiment les égos des différents coureurs. Question numéro 5. Girmay et Dely sont-ils des coureurs de classique flandrienne? Et oui, c'est la grosse interrogation. Parce que, on va commencer avec Girmay. Mais Girmay, depuis qu'il a gagné Gand-Wevelgem, grâce, il faut le rappeler quand même ce jour-là, à un Adrien Petit des grands jours qui avait fait un énorme travail pour le replacer. À de multiples reprises dans les différents secteurs pavés. Est-ce que Girmay a eu des résultats sur d'autres classiques flandriennes jusqu'à maintenant? Non. Certes, il est vice-champion du monde espoir à Anvers, là aussi sur la fameuse course de Baroncini. Mais il est battu par Baroncini, qui depuis n'a pas forcément eu de résultats sur ces épreuves-là. Et puis Girmay, sur les autres épreuves du calendrier, Roubaix, Tour des Flandres, il n'a même pas vraiment été acteur de ces épreuves. C'est pour ça qu'on peut se poser quand même la question de est-ce que Girmay est un coureur de classique flandrienne? Est-ce que le fait de le faire participer à ces épreuves-là n'est pas une erreur? Est-ce qu'on ne devrait pas mieux l'emmener à l'Amstel? Pourquoi pas? Et surtout qu'il se concentre sur les grands tours et sur les courses par étapes. Parce que en gros, jusqu'à maintenant, là où Girmay a remporté le plus de courses, c'est plus sur ces épreuves-là que sur des classiques d'un jour.
Est-ce qu'il a véritablement la caisse pour tenir 250 km d'un monument ou même 200 km d'une course à haute intensité? C'est une question que je me pose du côté de Guermain. Je ne suis pas sûr que ça soit véritablement un coureur de classique flandrienne. Pour moi, les fois où il a été le plus impressionnant, c'est pas sa victoire à Gand, c'est plutôt l'étape où il avait battu Van Der Poel sur le Giro, quand il se prend la bouteille le bouchon de Prosecco dans l'œil. C'est là où il avait été le plus impressionnant pour moi. Kress, depuis le début que je connais, que j'ai vu Binyam Girmay. Donc c'est une question que je me pose. C'est également une question que je me pose du côté d'Arnaud Delis. On sait que normalement, Arnaud Delis, il a toutes les qualités requises pour les Flandriennes. Sauf que dans la réalité, lui aussi a rarement été acteur sur ces courses-là. On l'a rarement vu au top sur ces épreuves-là. Alors l'an dernier, il faut le dire, maladie. Donc, pas au top de sa forme. Mais quand même, donc c'est pour ça que c'est dur quand même de juger Delis, parce que l'an dernier, on ne sait pas s'il a fait des progrès sur ces épreuves-là. Parce qu'il était en méforme. Mais quand même, Arnaud Delis n'a jamais été très impressionnant sur ces parcours-là. Il a été plus impressionnant au Tobron-Léon, par exemple l'an dernier. 2 crevaisons, course de reprise après une longue période d'arrêt où c'était son deuxième jour de course après sa longue pause du printemps. Il arrive au Tobron-Léon, il crève 2 fois et pourtant il gagne la course avec une marge sur ses adversaires au moment du sprint. Ça, c'était impressionnant. Oui, mais le Tobron-Léon, c'est pas des pavés. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que Arnaud Delis a vraiment la technique sur les pavés? Rouler sur les pavés, c'est particulier. Il faut avoir la technique. Est-ce qu'il a la technique pour rouler sur des pavés? Je me pose aussi la question par rapport à Delis et son côté à fracasser le matériel. Pour aller remporter une classique flandrienne, il faut être doux avec son matériel. Surtout dans les premières heures de course. Il faut savoir gérer l'endurance de son matériel. Or, Delis, c'est quand même plutôt un coureur qui a tendance à broyer ses vélos. Est-ce que donc il est en capacité de garder l'entièreté de son vélo pendant une course de 200 ou 220 ou 230 km? Et puis après, du côté d'Arnaud Delis, est-ce qu'il a la technique sur les pavés? Est-ce qu'il a la technique également pour conserver de l'énergie sur les pavés? Parce que si vous savez passer les pavés, mais que vous dépensez énormément d'énergie pour passer les pavés, c'est pas hyper intéressant. Donc ça, c'est aussi une autre interrogation que j'ai du côté d'Arnaud Delis. 7e question. Les Français vont-ils briller sur ces grosses épreuves? Et oui, parce que on a eu quand même des bons résultats du côté des Français. Sur les 5 dernières années, du Laporte, du Valentin Madouas notamment, ont réussi à être efficaces. Si on prend même un peu plus large, du côté des équipes françaises, et qu'on prend également les coureurs étrangers dans les équipes françaises, Mozzato a été performant l'an dernier sur le Tour des Flandres, Stephen Kung également a réussi à faire des places. Alors, est-ce que les Français vont briller sur ces grosses épreuves? Ça part mal. Christophe Laporte forfait sur ce week-end d'ouverture. Un peu malade. Déjà l'an dernier, il avait loupé une grande partie de ses courses au mois de mars où il est arrivé complètement en méforme, notamment sur Milan-San Remo où il avait été lâché très tôt. Donc est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? Et surtout Laporte n'aura donc pas de repères par rapport à l'an dernier, c'est des repères d'il y a 2 ans. Sauf qu'en 2 ans, techniquement, il s'est peut-être amélioré également. Il a changé en tant que coureur, de toute manière. Donc ces repères-là sont peut-être faux. Ils ne correspondent plus à la réalité du peloton en 2025. Deuxièmement, du côté de Christophe Laporte, maladie, donc à la mauvaise période de l'année, je le dis toujours, janvier, février jusqu'à début mars, il faut éviter de se blesser, il faut éviter de tomber malade, parce que c'est là où on consolide la forme qui va nous servir pour le reste de la saison. Ça va être la base de forme qui va nous servir pour le reste de la saison. Et souvent, quand on tombe malade à cette période-là de l'année, on se retrouve à avoir un énorme retard au niveau de la condition physique. Donc ça, c'est également une question
du côté de Christophe Laporte. Du côté de Valentin Madouas, l'an dernier, c'était pas forcément sa meilleure campagne de classique, c'était pas la pire non plus, mais c'était pas forcément la meilleure. Du côté de Valentin Madouas, on peut se poser la question du côté de Madouas, pardon, est-ce que, un petit peu comme Van Aert, est-ce que le meilleur n'est pas maintenant derrière lui et pas devant lui? Est-ce que c'est un coureur qui s'en sortira peut-être en faisant un coup, deux coups dans la saison, mais pas en réussissant à être au taquet dès que les meilleurs sont là? Ça, c'est une question qui m'intrigue. Et puis, on va parler des petits jeunes quand même. Enfin, des petits jeunes, certains ne sont pas si jeunes que ça. D'un côté, Axel Laurence, qui arrive chez Ineos. En gros, chez Ineos, à part Magnus Sheffield, il ne va pas y avoir beaucoup de concurrence. Mais ça veut dire aussi que tu n'as pas forcément une équipe qui est en capacité de rivaliser avec la UAE, avec la Red Bull, avec la Visma. Pas forcément le moyen de jouer tactique. Et puis surtout, très vite, tu vas te retrouver seul, peut-être. Comment tu vas gérer le leadership avec Sheffield, qui est là depuis le début, dans la maison Red Bull, dans la maison, Ineos, face à toi qui vient d'arriver? Comment tu vas gérer également le changement de matériel? On était sur un vélo Canyon, peut-être la référence, on passe chez Ineos, c'est pas les mêmes vélos, donc est-ce qu'il va réussir à s'adapter à ce nouveau matériel? Tout ça, ce sont des grandes interrogations. Le petit jeune, c'est Paul Magnier. Paul Magnier, tout le monde nous dit chez Soudal Quickstep, c'est le nouveau Tom Boonen. Ça va être la grande interrogation. Il ne connaît pas ses courses. Il vient, par contre, du VTT. Ça veut dire qu'il doit être plutôt à l'aise sur un vélo. Il a pris du poids pendant l'hiver pour gagner de la puissance. Donc on va voir si ça va véritablement marcher du côté de Paul Magnier. Il a plutôt été bon sur cette première partie de saison. Mais voilà, interrogation du côté de Paul Magnier. Et puis aussi des coureurs qui vont l'encadrer. Parce que ça fait depuis des années où Soudal Quickstep nous dit les classiques flandriennes, c'est plus notre priorité, c'est plus notre priorité, c'est plus notre priorité. Il y a la parole et puis il y a les actes derrière. La parole, ça aurait été de dire on a viré Asgreen, on a viré Alaphilippe, on reprend des grimpeurs à la place. Et pourtant, on a pris Dries Van Gestel, qui est un coureur de classique flandrienne. C'est-à-dire que je me dis quand même que du côté de Soudal Quickstep, on a beau dire, on concentre toutes nos ressources, on va dire, sur Merlier, qui va quand même tenter encore de gagner le Corseux, et surtout sur les sprints avec Merlier, et sur la montagne avec Remco Evenepoel et Landa. Mais quand même, on pense quand même que les Flandriennes, c'est toujours un petit peu dans le coin de leur tête. Et s'ils en gagnent une cette année, ils feront pas la gueule. Ils seront pas surpris non plus parce qu'ils auront mis du boulot derrière. Et je me dis qu'en plus, du côté de Paul Magnier, dans le staff derrière, il y a quand même une expertise sur ces courses-là. Alors là aussi, il n'a pas l'équipe de Pogacar, il n'a pas l'équipe, la meilleure équipe forcément au départ. Mais bon, parfois, quand vous êtes vraiment au-dessus du lot, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir des équipiers. Vous pouvez vous en sortir seul. Et du côté de Paul Magnier, je me dis qu'un Gant Wevelgem, c'est peut-être une course qui peut extrêmement bien lui convenir. Et puis je termine avec Anthony Turgis, qui a retrouvé de la confiance l'an dernier avec sa victoire sur le Tour de France. Alors certes, Total va encore manquer un petit peu de jours de course, mais quand même, on peut se poser des questions du côté d'Anthony Turgis et est-ce qu'il va réussir à faire des bons résultats sur ces épreuves-là. Et du côté de la Total Energy, on peut se demander également est-ce qu'il n'y a pas un petit jeune qui va réussir à s'exprimer ou un coureur qui a moins d'expérience sur ce type d'épreuve qui va réussir peut-être à faire des bonnes choses. On pourrait penser à un Emilien Janière notamment. Est-ce qu'un Emilien Janière n'est pas en capacité d'être performant sur ces courses-là? Ou Joris Delbove aussi, ancien du cyclocross. Joris Delbove. 8e question, il en reste 3. Casper Asgreen va-t-il se relancer? Eh oui, alors ça c'est peut-être la question la plus capillotractée, peut-être l'une des questions qui intéresse le moins, mais quand même, Casper Asgreen, vainqueur du Tour des Flandres, qui a porté pendant quelques années les résultats de la Quick-Step sur ces épreuves-là, mais qui sur la fin a un petit peu disparu. Alors il faut dire également que les remarques
incessantes de Patrick Lefebvre n'ont pas aidé pour le mettre en confiance, en disant ah, on le paye trop cher, on le paye trop cher. Alors c'est arrivé après Julien Alaphilippe, mais quand même lui aussi il s'en est pris quand même pas mal plein la gueule. Alors Asgreen, il se retrouve dans une équipe où il y a eu parfois des bons coureurs pavés. On peut penser notamment à Bettiol, qui était passé dans cette équipe, qui avait remporté un Tour des Flandres, dans une forme olympique cette année-là. Enfin, ce jour-là, surtout du côté de Bettiol. Mais on a parfois eu des très bons résultats sur les classiques flandriennes. On a aussi parfois été complètement transparent du côté de la EF. Ces dernières années, on a été quand même beaucoup plus discret sur ces épreuves-là. Donc, est-ce que Asgreen va réussir à se relancer? L'avantage, peu de concurrence. L'inconvénient, équipe un petit peu plus faible. Et puis, il a aussi manque de repères, parce que ces dernières campagnes de classiques n'ont pas forcément été une grande réussite. Et puis parfois, quand on veut retrouver, on va dire, un peu une condition physique ou à un moment où on était bien dans sa carrière, des fois on se met un petit peu de pression sur les épaules et ça peut être difficile à gérer. Là aussi, je me pose des interrogations sur est-ce que Kasper Asgreen va-t-il être seulement le coureur d'une saison ou de 2 saisons? Est-ce qu'il va réussir à retrouver des couleurs? Deuxième question, les équipes de Pro Team peuvent-elles espérer quelque chose? Que ça soit la Tudor, que ça soit la Uno X, que ça soit la Q36.5 notamment. Quand je parle des équipes Pro Team, j'enlève Israël et la Lotto. Dans cette interrogation-là, je me concentre surtout sur Tudor, Uno X, Q36. Pourquoi pas? Bon, la Total, on en a déjà parlé, mais Unibet, Flanders Baloise, notamment. Ça reste compliqué pour ces formations-là, parce que c'est compliqué d'avoir déjà 8 coureurs, ou 7 coureurs plutôt maintenant, mais c'est compliqué d'avoir 7 coureurs d'un très très bon niveau. Donc souvent, elles vont avoir tendance à subir le travail des adversaires. Donc là, c'est pas forcément évident, parce que tu te retrouves à avoir parfois des temps de retard, des situations de retard, et c'est parfois compliqué de revenir. Parce que le collectif n'est pas aussi fort dans certaines formations. Je mettrai quand même un petit peu en dehors Uno X, qui est capable quand même de sortir 3-4 très bons coureurs, et à 3 ou 4, ça peut parfois suffire dans le final d'une épreuve. Mais Tudor, à part Julien Alaphilippe, ça me paraît quand même un petit peu faible de ce côté-là, et on ne sait pas trop Julien Alaphilippe sur les pavés où il en est. Q36.5, à part Pidcock, et en plus, Pidcock, il semblerait qu'on le voit assez peu sur toutes ces classiques flandriennes, parce qu'il semblerait qu'il privilégie peut-être d'autres courses que les classiques flandriennes. Là aussi, c'est une interrogation. Et puis, Pidcock, il a toujours le même problème. Il est trop léger pour ces parcours-là. Il manque de puissance pour ces parcours-là. Donc ça, c'est un peu l'interrogation. Donc, pour moi, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elles manquent un peu, peut-être, de coureurs de haut niveau à l'intérieur de leurs effectifs. Deuxièmement, le travail sur le matériel. Un peu moins de moyens, même si c'est des grosses structures, un peu moins de moyens. On n'a peut-être pas le temps de travailler autant sur le matériel que les grosses infrastructures. Donc ça, c'est une grande interrogation. C'est la 8e question, je suis en train de me dire, parce que j'ai oublié la 6. On va revenir sur la 6 après. Mais c'est la 9e question, mais on a oublié la 6. Donc oui, les équipes de Pro Team peuvent-elles espérer quelque chose? Je ne pense pas énormément. Peut-être des top 10, mais autre que des top 10, ça me semble quand même un petit peu compliqué pour ces structures-là. On va parler de la question numéro 6 parce qu'en fait, je l'ai complètement oublié, la question numéro 6, et pourtant elle est très intéressante. La Red Bull Bora-Hansgrohe peut-elle devenir une équipe de classique flandrienne? Pourquoi je dis ça du côté de la Red Bull Bora-Hansgrohe? Le recrutement. Le recrutement à l'intersaison de cette formation, tout simplement. Qui on a recruté pendant l'hiver? Gianni Moscon. Chez Quick-Step l'an dernier, il faisait ce type d'épreuve-là. Jan Tratnik, il en a gagné une l'an dernier. Laurens Pitty, la révélation des dernières classiques flandriennes. Oyer Lascano, la deuxième révélation de ces classiques flandriennes. Les frères Van Dijk, qui sur Roubaix ont un petit peu porté quand même la Visma Leasebike. D'une équipe qui partait avec pas grand-chose,
sur ces épreuves-là, ça commence à avoir quand même un petit peu plus de gueule. On pourrait rajouter du côté de cette structure-là Bob Jungels, qui a quand même remporté un Kurn Bruxelles-Kurn. Non, pardon, Bob Jungels, il a quitté l'équipe. Complètement bourré. Mais on pourrait poser des interrogations à Roger Adria, par exemple, qui a déjà été performant sur des épreuves de ce type-là. Mon Ryan Mullen, qu'on a déjà vu en tant qu'équipier, mais il y a la possibilité quand même de faire une équipe qui est loin d'être dégueulasse. Danny Van Poppel aussi. Donc, est-ce que cette équipe va enfin réussir à avoir des bons résultats sur les classiques flandriennes? Je dirais que c'est bien de recruter des bons coureurs. Déjà, ensuite, il va falloir réussir à trouver l'alchimie entre eux. Pourquoi l'alchimie? Parce que ce sont quand même des coureurs qui viennent de structures différentes. Entre les Fravandai qui viennent de Visma, Lisebike, entre Tratnik qui vient plutôt d'une autre formation qui était UAE, non, qui était également la Visma Lisebike, pardon, Tratnik. Mais Laurence Pitti, la Groupama FDJ, Jenny Moscon, la Quickstep, Lascano, la Movistar, ce sont des équipes différentes. Donc il va falloir déjà réussir à trouver une alchimie entre tous ces différents coureurs. Il va falloir également que ces coureurs-là prennent leur marque sur du matériel. À part Moscon, parce que vélo Specialized d'un côté comme de l'autre, on change quand même pas mal de choses sur les autres concurrents. Et puis ensuite, la grande interrogation, c'est qu'il va falloir gérer qui va être la tête de file de cette équipe. Or, Pitti, Tratnik, Lascano, tout le monde va vouloir peut-être être un petit peu le chef. Ça va peut-être pas être facile à gérer du côté de ces épreuves-là. Et puis dernière interrogation, le staff. Et oui, parce que c'est bien d'avoir des super coureurs, c'est bien d'avoir des moyens, mais si le staff n'est pas au niveau, c'est compliqué. Or, sur les classiques flandriennes, le staff a une importance déjà dans la préparation logistique de ces épreuves, parce que c'est des épreuves qui demandent énormément de moyens humains, énormément également de reconnaissance du parcours. Il faut connaître le terrain, et puis ensuite de stratégie. C'est des courses où déjà ces coureurs-là doivent avoir beaucoup d'intelligence tactique, mais aussi il faut réagir très vite dans les voitures. Et on l'a vu notamment avec la Decathlon AG2R, qu'on a beau recruter des très bons coureurs sur les pavés, si on n'a pas la culture dans cette discipline-là, ça peut être difficile. Je noterai quand même que du côté de la Red Bull Bora-Hansgrohe, on a accueilli à une époque Peter Sagan, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Peter Sagan a eu des résultats avec le maillot de cette équipe sur des classiques flandriennes. Donc, on doit maîtriser quand même un petit peu le sujet, mais il va falloir que tout soit ça se mettre en œuvre, et ça peut être un petit peu compliqué à gérer. Dernière question, la 10. Movistar et Ineos vont-ils obtenir un résultat? Ineos, certaines années quand même, les classiques flandriennes, enfin les classiques ont sauvé la saison d'Ineos. Sauf que là, on n'a plus que Sheffield et Lawrence. C'est-à-dire que l'équipe au départ est assez faible. On a perdu beaucoup d'équipiers qui ont pris pour la plupart leur retraite aussi, qui étaient des coureurs importants sur ces classiques-là. Sur ces épreuves-là, on a quand même une équipe qui a tendance à vieillir. Est-ce que Ineos, qui en plus n'a pas l'air d'être super bien, le sponsoring Ineos c'est compliqué, parce que je ne sais pas si vous avez vu la livrée de la dernière Mercedes en Formule 1. Pourtant, il y a Ineos dans le projet Mercedes. Je crois qu'Ineos a même des parts dans l'équipe Mercedes. Eh bien, le logo du sponsor a complètement disparu. Quand on voit comment ça se passe à l'OGC Nice, qui s'est pris quand même une branlée en Coupe d'Europe, c'est un petit peu compliqué également. Vous savez qu'on peut avoir des interrogations sur Ineos et le sponsoring, et encore plus sur cette campagne de classique où on sent que c'est quand même plus vraiment leur priorité. Movistar, j'ai envie de dire que la campagne des classiques a rarement été leur priorité du côté du calendrier. Sauf que l'an dernier, Lascano n'avait pas été mauvais. On avait vu également un petit peu Ivan Garcia Cortina. Alors, est-ce que Garcia Cortina, est-ce que Gaviria, par exemple, qui a eu quelques résultats sur des classiques flandriennes, arriveront à s'en sortir? J'ai peur que ça soit quand même compliqué, mais du côté de la Movistar, même à l'époque où on n'avait pas un coureur performant sur les pavés, on arrivait parfois à obtenir des top 10.
Alors, est-ce qu'on arrivera à être complètement fanny de top 10 sur ces classiques flandriennes? Moi, je pense que oui, mais c'est pas si sûr. On pourrait avoir des surprises de ce côté-là également. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. On se retrouve également demain pour la présentation du Umlaut Ethnios-Blad, samedi pour Kurn, débrief également du Umlaut samedi chez les garçons. Et puis, on se retrouvera également dimanche. Voilà, un calendrier très chargé, un week-end important. Vendredi, samedi, dimanche, lundi. J'ai envie de dire, ça va être très chargé sur la chaîne. Donc, ne ratez pas les vidéos. La petite cloche et puis n'hésitez pas à faire un petit tour également sur la page de la chaîne si vous pensez que vous avez raté quelque chose. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.